circuit de Jarama où va se disputer dans quelques instants le Grand Prix d'Espagne, 4e Grand Prix de la saison. Un Grand Prix qui risque fort d'être un petit peu bouleversé, dont la physionomie en tout cas risque d'être modifiée par la petite pluie fine qui tombe depuis ce matin sur Madrid. Vous savez en effet que deux grandes marques de pneumatiques équipent la totalité des Formule 1 engagés en Grand Prix. Eh bien disons qu'une de ces deux marques s'est montrée ce matin nettement moins efficace que l'autre sous la pluie, ce qui risque de priver de toutes leurs chances une dizaine de pilotes environ au départ de ce Grand Prix. Il s'agit des BRM, de Beltoise, Pescarolo et Migaud, pauvres Français, des ISO de l'ISO de Merzario, des Surtees de Mas et Pache, de l'Ambassadeur Graham Hill, de la SKS de James Hunt et de la Nouvelle Aymon de Chris Amon. Toute cette voiture, si la pluie continue à tomber, risque fort de voir disparaître toutes leurs chances. Les positions sur la grille de départ, 25 voitures sont alignées pour l'instant sur la grille de départ, avec à gauche en première ligne, vous la distinguez à peine, elle est masquée par le public, par les journalistes qui sont encore sur la piste, journalistes et mécaniciens. Meilleur temps donc pour la Ferrari numéro 12 de Niki Lauda, qui s'occupera la meilleure place à gauche sur votre écran, sur la ligne de départ. À ses côtés, la Lotus numéro 1 de Ronnie Peterson. En deuxième ligne, la Ferrari numéro 11 de Claire Regazzoni et la McLaren numéro 5 d'Emerson Fittipaldi. En troisième ligne, la Lotus de Jackie X numéro 2 et la Brabham numéro 7 de Carlos Rothman, vainqueur du dernier Grand Prix. En quatrième ligne, Merzario numéro 20, Ulm numéro 56. En cinquième ligne, Scheckter numéro 3, Hunt numéro 24. En sixième ligne, deux Français, Beltoise numéro 14, deuxième en Afrique du Sud et Jarier numéro 17. De Payet est en huitième ligne, Pescarolo et Migaud qui ne disposent pas encore de la nouvelle BRM qui a permis à Beltoise de prendre la deuxième place en Afrique du Sud, occupent des places sur la 10e et la 11e ligne. À quelques instants du départ maintenant, à gauche sur votre écran, Niki Lauda, Ferrari numéro 12, à droite Ronnie Peterson, Lotus numéro 1, derrière Lauda, son coéquipier Regazzoni, derrière Peterson, Emerson Fittipaldi. Il sera très difficile de doubler. Et par conséquent, très important de réussir un bon départ, difficile de doubler car c'est un circuit où déjà les dépassements sont extrêmement délicats. Avec la pluie en plus, ce sera vraiment de l'acrobatie. Petite pluie fine, je vous l'ai dit, qui ne risque pas, je pense, d'engendrer de gros problèmes de visibilité. Attention. Départ moins quelques secondes maintenant. À gauche, Lauda. À droite, Peterson. Derrière Lauda, Regazzoni, derrière Peterson, Fittipaldi. Vous voyez à l'extrême gauche aussi Carlos Rothman avec sa Brabham Banche qui est prêt à blondir. Vous voyez un petit peu. Terrible problème d'adhérence au départ. Vous avez vu Peterson qui a pris le meilleur départ, zigzagué sur la piste, ses roues patinant terriblement. Et c'est donc Ronnie Peterson qui occupe la première place devant Niki Lauda pour ce premier tour de circuit. En troisième position, il me semble que c'est Claire Regazzoni. Peterson, vraiment un départ superbe devant les deux Ferrari de Lauda et Regazzoni en quatrième position. Il me semble que nous aurions la deuxième JPS qui est pilotée par Jackie X et en cinquième position Emerson Fittipaldi. Mais vous voyez qu'il faut vraiment deviner un petit peu, oui. Quatrième, c'est certainement la JPS de Jackie X qui lui aussi c'est parti des favoris. En cinquième position, il s'agit soit de Rothman, soit de Fittipaldi. Je pense que c'est Rothman plutôt. Peterson qui débouche pour la première fois devant les stands, devant Lauda donc, troisième Regazzoni, quatrième X, cinquième Fittipaldi, sixième Scheckter, septième Merzario, huitième Rothman, neuvième James Hunt, dixième Jarier,
11e Denis Hulme, 12e Jean-Pierre Beltoise. Voilà les positions que j'ai pu relever au premier passage devant les stands. Bataille donc dans ces premiers tours de course entre les deux JPS et les deux McLaren. Colin Chapman aligne les nouvelles Lotus JPS 9 qui ont fait leur apparition en Afrique du Sud. Mais pour cette course de Madrid, tout comme d'ailleurs en Afrique du Sud, je crois, où les JPS 9 avaient été particulièrement malheureuses puisqu'elles s'étaient accrochées dans une centaine de mètres, 200 mètres après le départ, à la suite d'un blocage d'accélérateur de Ronnie Peterson qui avait embouti Jackie Hicks. Eh bien, on a abandonné le dispositif d'embrayage automatique qui était une des grosses innovations de ces Lotus. Ce dispositif, en effet, permet au pilote de freiner du pied gauche s'il le désire. Ce pilote dispose de 2 pédales de frein, mais il a nécessité une accoutumance un peu délicate, à tel point que Peterson et Hicks ont préféré l'abandonner. Deuxième passage, Peterson, toujours avec quelques dixièmes de seconde d'avance sur Lauda et Regazzoni. Hicks qui perd du terrain, Fittipaldi et Scheckter remarquablement placés, Merzario et Rothman, puis Jarier, Hunt, Denis Hulme, et Jochen Mass. Je n'ai pas vu passer Jean-Pierre Beltoise. Jean-Pierre Beltoise s'arrête à son stand. C'est bien ce qui me semblait. Beltoise s'arrête à son stand dès le deuxième tour de la course. Beltoise qui occupait une excellente place au classement des championnats du monde, puisqu'il était 6e, mais à 2 points simplement du leader de ce championnat, qui est l'Italien Claire Regazzoni. Claire Regazzoni qui possède 10 points et qui précède un groupe de 4 pilotes, Fittipaldi, Hulme, Elwood et Rothman, qui eux comptent 9 points. Et le championnat du monde, en fait, apparaît cette année comme extrêmement serré. Dans les 3 premières courses de la saison, on a assisté à la victoire de 3 pilotes différents. Denis Hulme, Emerson Fittipaldi et Carlos Rothman. Et alors que l'on attendait cette année un duel entre les Lotus et les McLaren, eh bien on a vu que de nombreuses autres marques pouvaient tout à fait valablement se mêler à la lutte. Ce qui rend bien sûr ce championnat particulièrement passionnant. Peterson toujours en tête devant les 2 Ferrari. Vous constatez les énormes problèmes d'adhérence qui se posent sur le circuit. Et vous voyez que Fittipaldi semble revenir légèrement sur Jackie Hicks. Fittipaldi qui a dans ses roues un remarquable Jody Scheckter. Jody Scheckter qui fait une course tout à fait étonnante sur la nouvelle Tyrrell 007. Beltoise lui abandonne. On pousse sa voiture hors de la piste. Pas de chance pour Jean-Pierre Beltoise qui pouvait espérer marquer quelques points et garder le contact au championnat du monde. Enfin, il pouvait l'espérer en fait si la piste était restée sèche, car Jean-Pierre Beltoise me confiait tout à l'heure que sous la pluie, avec le gros handicap de pneumatique qu'il possédait, ainsi que les pilotes que je vous ai cités au début de ce reportage, eh bien, il n'espérait pas pouvoir prendre le moindre point au championnat du monde. Et nous bouclons maintenant le 4e tour de circuit. 4 tours couverts. Un circuit très tourmenté, très lent. Je pense que maintenant vous avez pu vous en faire une idée assez précise. Un circuit tout en montée et en descente avec des virages extrêmement serrés souvent, de sorte
d'épingle. Sur le sec, la moyenne sur un tour de circuit n'est que de un peu plus de 150 km/h, ce qui est extrêmement lent en Formule 1. Sur le mouillé, évidemment, on va tourner très très lentement. Et la durée de la course a été d'ailleurs limitée à 2 heures par les organisateurs. En effet, pour accomplir les 90 tours initialement prévus au programme, il aurait fallu un temps considérable. Les 4 premiers dans la descente, Fittipaldi et Scheckter qui semblent se rapprocher. Et puis derrière, Merzario, je pense, qui précède Rothman. C'est une performance remarquable de la part de Merzario qui, lui, est équipé, disons, des pneumatiques qui se sont révélées légèrement inférieures. C'est un petit peu compliqué de vous expliquer toutes ces histoires de pneumatiques, mais malheureusement, c'est absolument indispensable pour bien comprendre et pour bien juger le déroulement de la course. Ronnie Peterson, vraiment somptueux sous la pluie. Niki Lauda qui dispose très certainement, tout comme Claire Regazzoni qui est actuellement 3e, de la voiture la plus facile à manier sous la pluie, ici sur le circuit de Jarama. Plus facile à manier non seulement en raison de son équilibre, mais aussi en raison de la souplesse plus grande, sans doute, du moteur 12 cylindres Ferrari. Une souplesse qui est plus grande donc que celle du moteur V8 Cosworth qui équipe la Lotus GPS de Ronnie Peterson, ici en plan un peu plus serré. C'est évident que sous la pluie, on a besoin davantage de douceur, davantage de moelleux pour éviter de faire patiner les roues motrices. Avec la colossale accélération d'une Formule 1, vraiment la conduite sur sol mouillé est une question d'adresse, de dosage sur l'accélérateur. C'est terriblement difficile. Et à ce petit jeu, X, que vous voyez apparaître maintenant, faisait partie des grands favoris lors des pronostics qui étaient faits avant le départ de la course. Eh bien, rien n'est perdu, bien sûr, pour Jackie X, puisque 6 tours seulement ont été couverts et qu'il garde encore le contact avec les hommes de tête. Mais vous voyez que la distance, pourtant, augmente entre Peterson, auquel s'accroche Niki Lauda. Niki Lauda, qui était le grand favori de Jackie Stewart avant le départ. L'écart augmente donc entre Peterson et Lauda, et le 3e qui est pour l'instant Regazzoni, et le 4e qui est Jackie X. Voilà, regardez, Regazzoni 3e. Il y a maintenant un écart. On va commencer d'ailleurs à prendre les écarts lors du prochain passage devant les tribunes. Et nous essaierons de voir si cet écart augmente ou diminue. Voici le top pour Peterson, top pour Lauda. Vous voyez qu'il y a déjà 2 secondes environ. 6 secondes derrière déjà Regazzoni. X est à 11 secondes. Et il y a déjà de gros écarts quand même. Fittipaldi 17 secondes, Scheckter 18 secondes, ou 17 secondes et demie puisqu'ils sont presque roue dans roue. Très très gros écart. Merzario 25 secondes. Puis un groupe avec Rothman, Charrier et Hulme qui lui est à 30 secondes. Tandis qu'ensuite on trouve la voiture numéro 24 qui est celle de James Hunt.
puis la Surtees de Jochen Mass. Vous voyez qu'il y a déjà de gros écarts. J'avais abandonné un petit peu mon écran pour prendre ces écarts au chronomètre. Déjà pendant ce temps-là, la caméra, le réalisateur a adopté un plan fixe sur un virage qui vous a permis certainement à vous aussi de vous rendre compte précisément des écarts entre les différents pilotes. Donc en tête, une bagarre Lauda-Peterson, ou plutôt pour l'instant Peterson-Lauda, puisque Peterson est en tête. Avec, en attente, déjà légèrement en retrait, Regazzoni qui était à 6 secondes tout à l'heure, et X déjà à 10 secondes. Vous voyez que les écarts se sont formés très vite, puisque nous sommes dans le 9e tour de la course. Un 9e tour qui va être... Carlos Reutemann s'arrête à son stand. Carlos Reutemann, qui occupait la 8e place, s'arrête très brièvement à son stand et va repartir. Assez loin au classement, derrière Patrick Depailler, c'est-à-dire en fait en 17e position. Minutes de course maintenant. 9 tours couverts. Une situation qui s'est assez nettement éclaircie, qui s'est même bien éclaircie, puisque nous avons donc en tête, vous le voyez, Peterson et Lauda. Derrière, Regazzoni à 6 secondes, X à une dizaine de secondes. Et puis Fittipaldi, 5e avec dans ses roues Jody Scheckter qui étraîne de manière tout à fait remarquable sa nouvelle Tyrrell 007. Ken Tyrrell pourtant avait un peu hésité à faire partir Jody Scheckter sur cette nouvelle voiture, tandis que vous voyez ici que Ronnie Peterson a beaucoup de mal à doubler un attardé qui n'est autre que Chris Amon, je crois. Chris Amon qui dispute son premier Grand Prix de Formule 1 avec une voiture de sa construction, la Dalton Amon. Elle porte le numéro... Non, c'était la BRM de François Migaud, je crois plutôt. Difficile de bien... voir les voitures dans certains passages un peu éloignés. Et je crois que c'était plutôt la BRM de François Migaud qui était en train de dépasser les deux premiers. Oui, c'est la BRM. François Migaud qui a été victime d'une sortie de route lors des essais, tout comme d'ailleurs Jean-Pierre Beltoise et Patrick Depailler. Hier après-midi, c'était vraiment la journée des Français, puisque après Vittorio Brambilla, qui lui aussi a été victime d'une nouvelle sortie de route, c'est sa 4e sortie de route en 4 séances d'essai, puisqu'il n'en est qu'à son 2e Grand Prix de Formule 1, Vittorio Brambilla qui pilote la 2e marche d'usine depuis le Grand Prix d'Afrique du Sud. Et bien Vittorio Brambilla a détruit cette voiture après avoir réussi, il faut quand même le préciser,
une excellente performance, puisqu'avant de sortir de la route, il avait obtenu le 7e temps des essais, une performance tout à fait remarquable. Bien après Bambilla, ce sont 3 des 5 pilotes français engagés en Grand Prix, Beltoise, Depailler et Migaud, qui sont sortis de la route. Sans gravité, mais enfin quand même très très vite. Les 3 voitures auraient pu être réparées, mais si BRM a réparé celle de Beltoise et celle de Migaud, eh bien Ken Tyrrell a préféré faire partir Patrick Depailler avec la 005 de Scheckter, avec donc l'ancienne Tyrrell, tandis que Jody Scheckter, lui, se voyait confier le nouveau modèle, la 007. Il ne pleut pas beaucoup, mais toujours très très légèrement. Vous voyez que l'écart entre Peterson et Lauda, Paris réussissent à décramponner très légèrement et petit à petit, 10e par 10e, l'Autrichien Niki Lauda. Peterson qui a un petit peu affiné encore son style de conduite. Et j'avais hier une conversation avec Jackie Stewart, lequel je me demandais quel était, à son avis, les meilleurs pilotes actuellement en Formule 1. La précaution de souligner que c'était une opinion purement subjective, mais enfin, la subjectivité de Jackie Stewart est quand même bien intéressante. Je pensais que le meilleur pilote était Ronnie Peterson. Dans l'équipe Tyrrell, on semblait attendre quelque chose. Il s'agissait en fait du passage de Jody Scheckter. Oui, les 3 pilotes qui impressionnent le plus Jackie Stewart en ce moment sont Peterson d'abord, et il a bien raison sur ces images. Un arrêt de Denny Hulme. Denny Hulme qui s'est arrêté rapidement à son temps et qui est reparti. Voilà, comme vous avez pu le constater, la liaison son avec l'Espagne n'était pas très bonne. Donc après 28 minutes de course, il y avait donc Peterson, Lauda et Gazzonik, c'est-à-dire 2 Lotus à l'intérieur de Ferrari. Alors, il va se passer quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que, et là le commentaire de Stéphane Collaro s'est arrêté, alors je vais donc avec vous, Marie-Claude Beaumont et Guy Ligier, commenter à sa place pendant une dizaine de minutes et nous reviendrons pour la fin de course, qui est assez étonnante. Il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire, la pluie a cessé. Et vous me disiez, Marie-Claude Beaumont, quand dans un Grand Prix de Formule 1, c'est assez rare que les conditions changent aussi rapidement. Oui, il est surtout assez rare d'assister à un changement de pneumatique dans un Grand Prix de Formule 1. On le voit assez souvent dans les courses d'endurance, les courses de prototype, mais en Formule 1, c'est exceptionnel. Alors donc le classement, je vous l'ai rappelé, il n'y avait rien de changé, et puis subitement la pluie s'est arrêtée, c'était un peu la panique dans les stands, et vous savez ce que c'est, vous, Guy, oui, quand il y a la panique dans les stands pour les changements pneumatiques. Nous avons enregistré cette séquence, nous l'avons montée pour que vous puissiez assister à un grand nombre de changements de pneumatiques, et puis Stéphane Collaro reprendra le fil de son commentaire pour la dernière partie de la course, qui était d'ailleurs un cavalier seul. Et regardez maintenant dans quelques instants les premiers changements, et là ça appelle de nombreux commentaires sur le plan technique. Vous me disiez tout à l'heure que les mécaniciens ou les techniciens des Formule 1, Marie-Claude, changent les pneus beaucoup moins rapidement que dans les cours de sport prototype. C'est une question technique. Ce n'est pas étudié pour. Ah oui. Les fixations des roues sont différentes et je pense qu'ils ne sont pas non plus équipés. Regardez, ils doivent faire ça avec des marteaux alors qu'en prototype, on a des pistolets électriques et tout ce qu'il faut pour changer les roues très rapidement. En combien de temps vous changez les quatre filons en prototype, bien organisé, mais je pense une quinzaine de secondes. C'est incroyable. Non, je pense... pour changer ma roue de secours, il faut une demi-heure. Mais disons 30 secondes. Chez Ferrari, ils allaient très vite l'année dernière. Bien, alors là, je vais demander à Rémi Gravac de bien vouloir rester sur ces stands, car c'est très très important, et vous allez assister au tournant de la course, je crois, dans 4 ou 5 minutes, c'est-à-dire que Peterson va céder,
Voilà l'arrêt de Regazzoni, la Ferrari de Regazzoni, il est reparti. Il y aura un arrêt aussi de Lauda plus tard, un arrêt de Peterson. Bref, tous les pilotes se sont précipités dans leur stand pour essayer de changer de pneus. Certains trouvaient la place occupée, c'était le cas dans l'écurie Tyrrell, où Depailler est obligé de refaire un tour car c'est Scheckter qui occupait le stand. Vous connaissez aussi ce genre de problème dans les courses d'endurance, Guy? Absolument, mais disons le choix du pneu maintenant est tellement important dans la course automobile, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et je crois que le choix du pneu, disons, peut faire gagner une course relativement facilement. Mais là apparemment, il ne pouvait pas faire autrement, étant donné que les conditions atmosphériques ont changé tellement vite qu'il ne pouvait pas faire le choix d'un autre pneu. Mais... Voilà, vous voyez, Lauda a doublé Ronnie Peterson et ce sera le commencement de la fin pour le pilote de Lotus. Vous voyez, là, ce sont les pilotes de chez Tyrrell. Il y a Johnny Scheckter qui va s'arrêter, Depailler viendra par la suite, et puis Peterson aussi voudra changer de pneu, Redman. Oui, mais Peterson change un peu tard, à mon avis. Oui. Et ça lui coûte la course, parce qu'apparemment, disons, c'était très serré entre Peterson et Lauda, d'après ce qu'on voit ici, quoi. Hein. Et je pense que Peterson aurait dû s'arrêter plus tôt. Mais enfin, c'est facile à dire d'ici. Mais alors, Stéphane Gallardo disait au début de ce reportage, que Lauda, sur sa Ferrari, avait des pneus mixtes. Qu'est-ce qu'on appelle les pneus mixtes? Qui peuvent tenir le plus longtemps possible sur un sol mi-sec, mi-mouillé? C'est ça. Disons, le pneu, on appelle le pneu mixte le pneu tout temps. Parce qu'il existe des pneus complètement lisses qui sont pour le sec. Et il existe des pneus pluie qui, eux, chauffent terriblement. Dès qu'il se met plus à pleuvoir, on fait un tour et il n'y a plus de pneus. Alors le pneu mixte, c'est un pneu dérivé du pneu sec et qui permet de tourner sur un sol humide. Et ça, c'est très important. Le choix du pneu mixte ici était, je crois, indispensable. Voilà, je crois que c'est Depailler qui va essayer de venir prendre sa place pour changer aussi de pneumatique, alors que Scheckter était passé avant lui. C'est un peu la bousculade dans les stands. C'est ce que disait Marie-Claude tout à l'heure. En Formule 1, les gens sont moins bien équipés qu'en prototype. En prototype, on s'attend à changer le pneu. On est sur le qui-vive et on a des clés à choc. On a tout le stand est préparé pour changer parce que c'est des courses d'endurance et tout est bien prêt. Que la Formule 1, normalement, il ne change pas de pneus. En principe, il change beaucoup moins de pneus, sauf sur des éclatements. Mais... Je crois que depuis quelques années, l'importance des pneus en monoplace est devenue vraiment très très capitale. On perd ou on gagne une course en fonction du choix du pneumatique maintenant. Absolument, absolument. Maintenant, le pneu a apporté à la Formule 1 et au prototype, disons, beaucoup plus que la suspension, que tout. Il y a deux choses maintenant extrêmement importantes, c'est le pneu et l'aérodynamisme. Mais sur un pneu, on gagne 3 secondes au tour par rapport à un autre pneu. C'est fabuleux. C'est-à-dire, nous n'avons plus besoin de travailler, on a besoin de bons pneus. Et puis, il n'y a pas uniquement en Formule 1, dans les rallyes, vous voyez les rallyes d'hiver, Monte-Carlo, c'est aussi un festival pour les pneumatiques. Ouais. Encore un arrêt au stand. Oui, ça a l'air vraiment... Et la peur, parlez-nous un peu de la peur. C'est quoi ça? Ah, c'est très joli. C'est très joli. C'est quoi ça? Vous n'avez jamais eu peur? Si. Vous avez peur souvent? Des peurs rétrospectives. Ah, rétrospective, mais pas sur le moment. Non, si j'avais peur avant chaque course, ça serait pas mais très drôle. Est-ce que la concentration que vous avez ne ressemble pas... Elle est mitigée de crainte, elle est mitigée d'une... Je ne sais pas, moi, il me semble que cette attention farouche, formelle, énorme, a quelque chose à voir avec l'angoisse, non? Non, si j'ai peur au départ d'une course, c'est que j'ai peur de ne pas bien faire, peur de ne pas gagner, peur de manquer un bon résultat. Mais peur de rentrer dans les betteraves, enfin, je veux dire... Alors ça peut venir suite à un incident mécanique, à un problème de pneumatique, une voiture qui se met en travers devant vous. Voilà, vous avez vu passer, là, je vous coupe, excusez-moi, vous avez vu le changement de pneus de Lauda. C'est donc Niki Lauda, j'ai l'impression qu'il a changé le plus tard ses pneus. Hein. Oui, absolument. Il avait des pneus mixtes. Il avait des pneus mixtes, c'est le dernier à avoir changé ses pneumatiques, alors que Regazzoni avait changé ses pneus bien avant. Oui. Donc voilà, la trajectoire est complètement sèche maintenant. Oui, complètement sèche. Surtout à Madrid, c'est là aussi un circuit très, très sinueux, disons pas très vite en moyenne de tour, et les pneus ont une importance encore capitale. Mais il y a eu un tollé général de tous les pilotes sur justement ce circuit, où ils ont dit qu'il était très difficile et les normes de sécurité n'étaient pas respectées. Je crois qu'il y a eu
à un certain moment, disons, quelques barrières de sécurité étaient un peu mal enfoncées, mais ça s'est vite arrangé, je crois. Le circuit de Jarama n'est pas un circuit très dangereux. En tout cas, moi, je puis vous hier, dire, Lauda avait tourné à 1:18:44 de moyenne, donc c'est 1 minute 18 secondes 44 au tour, c'est 156 de moyenne, c'est lent bien sûr pour un Grand Prix de Formule 1. 156 de moyenne, c'est considéré comme lent. Il y a quand même eu aux essais 3 accidents très graves. Oui. Vous savez, ça fait partie de la course automobile. Oui. Je puis vous dire qu'il n'est pas très dangereux puisque je suis sorti à Jarama, moi. Alors il y a de bonne sécurité. Vous avez peut-être une très bonne ligne de vie aussi. Dans ce virage-là, exactement. Une histoire, ma mère me parlait toujours, je lui parlais toujours de ma ligne de vie. Je lui disais, tu crains rien, j'ai une très belle ligne de vie. Et elle avait cette phrase merveilleuse, elle me dit, oui, bien sûr, tu as une belle ligne de vie, mais qu'est-ce qui me dit que tu vis entier? Alors c'est très fait que s'il en manque la moitié, c'est embêtant. De Robert Hossein, quand je lui ai dit, mais pourquoi tu as peur de prendre l'avion? C'est inscrit dans ta ligne de vie, si tu dois te tuer ou rester en vie. Et il répondait, oui, mais si c'est dans la ligne de vie du pilote. Bien Guy, nous allons maintenant revenir. Nous avons vu tous ces changements de pneus qui ont été essentiels. Nous avons vu le moment où Lauda a passé Ronnie Peterson. Nous allons retrouver Stéphane Collaro car la liaison a été rétablie. La liaison sont pour la fin de course qui tombait bien. Nous devons donc maintenant retrouver Stéphane Collaro avec en tête Lauda, avec derrière lui non plus Peterson, car Peterson s'est arrêté sur ennui mécanique, il est sorti de la piste, et puis il y avait Regazzoni derrière. Nous allons voir maintenant les 25 dernières minutes de course. Nous retrouvons Stéphane Collaro à Madrid, et vous aurez eu vraiment l'essentiel, le plus important de ce Grand Prix d'Espagne. Eh bien, nous nous retrouvons sur le circuit de Jarama, alors qu'il reste encore 19 minutes de course. Beaucoup de choses se sont passées, énormément de choses se sont passées depuis que nous sommes quittés il y a quelques instants. Cette course vous étant présentée en léger différé. En effet, la pluie a cessé après une demi-heure de course. Inutile de vous dire que ça a été une belle panique dans les stands où toutes les voitures sont arrêtées l'une après l'autre pour changer de pneus, pour échanger les pneus pluie qui étaient montés au début de la course contre des pneus racing. Et puis ça a été une belle panique aussi chez les chronométreurs. C'était très difficile de s'y retrouver au point de vue classement. Enfin maintenant, alors qu'il reste encore 18 minutes de course, je vais pouvoir vous donner un classement officieux car il a été très difficile de retomber à peu près sur ses pattes. En tête, la Ferrari numéro 12 pilotée par l'Autrichien Niki Lauda. Niki Lauda qui possède une avance considérable sur son coéquipier Claire Regazzoni qui lui pilote la Ferrari numéro 11. Niki Lauda doit posséder environ 50 secondes d'avance alors que nous sommes à 18 minutes de la fin de la course. En troisième position, voici Claire Regazzoni d'ailleurs. En troisième position, à un tour des deux leaders, nous trouvons Emerson Fittipaldi sur la McLaren numéro 5 que vous avez vu rapidement. Emerson Fittipaldi vient de doubler il y a quelques instants Hans Stuck Jr. qui occupait cette troisième place. Fittipaldi a réussi donc à lui ravir la troisième place. Quatrième, Hans Stuck qui doit être à 5-6 secondes d'Emerson Fittipaldi. En cinquième position, à 35 secondes environ de Stuck, Jody Scheckter sur la Tyrrell numéro 3. En sixième position, à 2 tours des premiers, à 2 tours des Ferrari, James Hunt sur l'Esquesse numéro 24. En septième position, Patrick Depailler. En huitième position, Brian Redman. En neuvième position, Carlos Pache. Dixième, Henri Pescarolo. Très attardé, il faut dire que le pauvre Henri se bat depuis le début de la saison avec une voiture, disons, peu compétitive, et le mot est faible, mais il aura sa nouvelle BRM P201 à l'occasion du Grand Prix de Monaco. 11e, Watson. En ce qui concerne les abandons, il y en a eu beaucoup également. Vous avez vu Jean-Pierre Beltoise abandonné dès le deuxième tour de la course. Et puis Carlos Rothman, un des grands favoris, s'est retiré également peu après que la pluie ait cessé. Les deux Lotus. Et vous avez vu pourtant que Peterson était parti en fanfare avec son brio habituel, alors qu'ici sur votre écran, c'est Emerson Fittipaldi qui occupe donc la troisième place de la course pour l'instant. Donc oui, les deux Lotus ont dû se retirer également. Peterson, nous l'avons vu arrêter le long du rail, au bout de la ligne droite, sans qu'on sache très bien s'il avait été victime d'une légère sortie de route ou tout simplement d'un incident mécanique. En tout cas, nous avons vu revenir à pied à son stand. Jackie Hicks s'est arrêté également. Jarier, qui était très bien parti, il a occupé la 7e place au début de la course, a été victime lui aussi de plusieurs arrêts.
au 40e tour, une émotion, une sortie de route assez violente de l'Italien Arturo Merzario, qui était 4e. À ce moment-là, ici, Jody Scheckter sur la tirelle numéro 3, qui occupe donc la 5e place pour l'instant. Donc Arturio est sorti de la route assez violemment dans la montée, peu avant la passerelle. Le rail de sécurité s'est couché, la voiture a franchi le rail de protection, a commencé à prendre feu, mais elle a été immédiatement éteinte. L'incendie a été immédiatement maîtrisé. Finalement, plus de peur que de mal, Merzario n'a absolument rien. Et un photographe qui était le long du rail, miraculeusement, n'a été que très très légèrement blessé. Vraiment, on peut dire qu'il a eu beaucoup de chance. Et puis, parmi les abandons également, un abandon de Jochen Mass qui occupait la 5e place sur sa surpiste. Jochen Mass, lui, s'est arrêté au 34e tour. Et bien, nous vous le disions au début de ce reportage, la pluie risquait de fausser la course, ou tout au moins de modifier sa physionomie. Ici, toujours Emerson Fittipaldi, 3e pour l'instant. Eh bien, on ne peut pas dire en fait qu'elle ait complètement faussé la physionomie de la course, puisque Niki Lauda, l'Autrichien Niki Lauda, qui était le grand favori de l'épreuve, occupe la tête et occupe très très largement la tête. Ronnie Peterson, pourtant, au début de la course, avait empoigné cette épreuve avec son brio habituel, prenant quelques mètres d'avance seulement sur Niki Lauda, qui contrôlait très très bien. La Lotus, il est resté presque toujours dans le premier tour à quelques mètres de Peterson. Mais Peterson, je vous le répète, tout comme Jackie Ickx, a dû abandonner. Et les Ferrari se dirigent vers un succès triomphal dans cette épreuve. Il reste encore 14 minutes. Mais attention, rien n'est jamais joué, puisque n'oublions pas qu'en Afrique du Sud, à Kialami, les deux Ferrari de Lauda et Regazzoni, qui occupaient les 2e et 3e places, juste derrière le futur vainqueur, Carlos Strootman, ont dû abandonner à quelques tours de l'arrivée. Des surprises encore possibles donc, alors que vous voyez Niki Lauda, grande révélation de la saison. Niki Lauda qui avait déjà montré les dents l'année dernière au sein de l'équipe BRM, où il avait obtenu quelques très bons résultats sur une voiture manifestement dépassée par la concurrence. Et bien cette année, Niki Lauda a abandonné BRM pour Ferrari. Niki Lauda qui s'apprête là à dépasser Jean-Pierre Jarier. Jean-Pierre Jarier qui avait été très brillant au début de la course. Vous voyez qu'il laisse sagement passer, sportivement passer le leader de la course. Mais Jean-Pierre Jarier, je vous dis, s'est arrêté plusieurs fois à son stand. Il a sombré dans les profondeurs du classement. Niki Lauda a eu de la chance. Il a eu la chance de signer pour Ferrari, tout comme Claire Regazzoni, que vous voyez actuellement sur votre écran. Il a eu la chance de signer pour Ferrari au bon moment. Claire Regazzoni, qui est également d'ailleurs un transfuge de BRM, puisque Regazzoni, qui l'a fait l'année dernière pour la marque britannique. Et bien vraiment, alors que les Ferrari étaient presque complètement dépassés l'an dernier, ce qui ne permettait pas au pauvre Jackie Ickx, malgré tous les efforts qu'il déployait, d'obtenir des bons résultats, eh bien il y a eu un effort considérable de fait chez Ferrari, et dès la première course de la saison, on a vu que les Ferrari étaient revenus au tout premier plan. Grâce à un excellent moteur, certainement, et puis grâce aussi à un équilibre de la voiture qui apparaît assez clairement sur votre écran. La Ferrari n'est peut-être pas la Formule 1 qui tient le mieux la route à l'heure actuelle, mais c'est certainement une des mieux équilibrées. Niki Lauda, en tout cas, en tire le meilleur parti. Et ma foi, la plus belle référence qu'on puisse lui donner pour situer un peu ses performances, c'est qu'il domine régulièrement Claire Regazzoni, qui n'est pourtant pas le premier venu depuis le début de la saison. En tout cas, il le domine ici très très largement, puisque avant même les arrêts au stand provoqués par les changements de thématique, et arrêts qui ont été plus ou moins longs bien sûr, à quelques secondes près, parfois à quelques dizaines de secondes près même, selon la chance peut-être tout simplement, car
Lauda et Regazzoni font partie de la même équipe et il semble que l'arrêt de Lauda était légèrement plus rapide que celui de Regazzoni. Mais Lauda avait commencé à dominer Regazzoni bien avant ses arrêts sur le milieu. Ici, Emerson Fittipaldi. Fittipaldi, lui aussi, qui a changé d'écurie cette saison, puisqu'il était l'année dernière chez Lotus, chez Colin Chapman. Il pilotait les JPS et que cette année, il pilote une McLaren. Est-ce que les McLaren ont déçu? Eh bien, on ne peut pas vraiment dire qu'elles aient déçu, puisqu'elles ont remporté les 2 premiers Grands Prix de la saison. Mais pourtant, on ne peut pas dire qu'elles dominent le lot. Les McLaren, elles ont eu des ennuis en Afrique du Sud, des ennuis de pneumatiques, paraît-il. Et malgré leurs 2 victoires en 3 courses, eh bien, elles semblent en fait avoir du mal à suivre le train des Ferrari, des Lotus maintenant, voire des Brabham. Et ce n'est pas terminé puisque parmi les équipes concurrentielles, eh bien, on peut penser que Tyrrell va revenir au premier plan grâce à sa nouvelle 007 puisque Scheckter occupe ici une très bonne 5e place et que cette voiture a montré de grosses promesses. On peut penser également que l'écurie Esquès, l'écurie du richissime Lord Esquès, qui fait courir le Britannique Jameson, révélation de l'an dernier, est dans le coup elle aussi. On peut également croire que BRM, grâce à sa nouvelle P201, une P201 qui a été éliminée très rapidement ici dès le 2e tour de la course, Jean-Pierre Beltoise ayant dû renoncer, mais qui par contre avait obtenu une très brillante 2e place à Calamy, et bien que cette nouvelle voiture permettra à l'écurie BRM de revenir au premier plan. Cette écurie BRM qui emploie 3 pilotes français, Beltoise, Pescarolo et Migo. Ici, vous voyez passer la Tyrrell numéro 4, intercalée entre 2 voitures. Cette Tyrrell est pilotée par Patrick Depailler. Patrick Depailler qui occupe là la 7e place de la course. Depailler qui vient d'être doublé par Niki Lauda. Et Depailler qui, à mon avis d'ailleurs, n'est pas encore 7e, quoi qu'en dise le pointage. Mais vous avez vu qu'il avait la Shadow de Brian Redman en ligne de mire, la Shadow numéro 16. Vous voyez ici, vous avez la Shadow, puis la Ferrari. Vous avez au premier plan la Shadow, la Ferrari ensuite. Et Depailler qui n'est pas loin derrière. Je pense que Depailler sera 7e en fait, dès qu'il aura réussi à dépasser Brian Redman, ce qui ne serait tardé car il reprend pas mal de terrain. Vous voyez qu'il n'est pas très loin. La voiture numéro 28, c'est la Brabham BT42 de John Watson qui lui doit se trouver à la 11e place du classement. Un classement que je vous donne de manière assez officieuse car je vous le répète, avec les arrêts au stand, il était très difficile ici de tenir un tour par tour relativement précis. Même les officiels, les chronométeurs officiels s'y sont un peu perdus. C'est pour ça que je suis très prudent quand même dans les classements que je vous donne. Watson qui fait un petit peu d'obstruction sur Lauda. Il n'a peut-être pas très bien vu. Voilà, il lui fait signe de passer. Il a vu enfin dans ses rétroviseurs qu'il s'agissait de Niki Lauda qui est en tête de la course. Et il s'est écarté en lui laissant le passage. Emerson Fittipaldi, dont la McLaren n'est peut-être pas très à l'aise sur ce circuit de Jarama. Il s'agit en effet d'un circuit assez lent, très sinueux, comportant de nombreux virages serrés, presque des épingles. Et Emerson Fittipaldi disait que la McLaren, qui est absolument parfaite au point de vue tenue de route partout, eh bien n'était pas très à son aise en sortie de virages serrés, où on avait du mal vraiment à transmettre toute la puissance colossale de ces moteurs de Formule 1 au sol. On aura peut-être l'occasion de s'en rendre compte si on peut faire la différence. Ce sera peut-être difficile maintenant qu'il ne reste plus beaucoup de temps entre une sortie de virage serré de la Ferrari de Niki Lauda et la McLaren d'Emerson Fittipaldi. Une victoire des Ferrari, je pense que ce ne serait que justice.
car elles ont multiplié les bonnes performances depuis le début de la saison. Regazzoni a terminé 3e en Argentine et Lauda 2e. Au Brésil, Regazzoni a pris la 2e place. En Afrique du Sud, elles auraient dû logiquement prendre les 2e et 3e places, mais ont dû abandonner tout près de la fin. Et il faut noter quand même que les meilleurs tours en course, le record du tour dans les 3 premiers Grands Prix de la saison, ont toujours été obtenus par une Ferrari, qu'il s'agisse de Regazzoni en Argentine et au Brésil, ou de Lauda en Afrique du Sud. Que dire au sujet de Lauda et de Regazzoni? Eh bien, peut-être que Lauda se montre quand même plus régulier que Regazzoni. Regazzoni qui est un pilote extrêmement brillant, vous voyez ici, qui peut être... Non, c'est Lauda ici. Regazzoni qui peut être extrêmement rapide sur un tour, comme le prouvent d'ailleurs les 2 records du tour établis en début de saison, mais qui peut-être est un petit peu nerveux, peut-être se déconcentre de temps en temps, et qui doit par contre commettre des fautes de temps en temps, qui ne permettent peut-être pas d'avoir la même régularité que le tout jeune Niki Lauda, 25 ans seulement, et une des grandes révélations, peut-être pas de cette année, mais disons déjà de l'année dernière, car il avait fait forte impression au volant des BRM. Ça prouve en tout cas à quel point le jugement qu'on peut porter sur un pilote est fonction finalement de la valeur de sa voiture. En effet, on voit des pilotes qui, comme Lauda, accomplissent des exploits pour obtenir des 5e, 6e ou 7e places, des places d'honneur donc, pour obtenir le 8e ou 9e temps aux essais, et puis qui tout à coup, dès qu'ils changent d'écurie, se trouvent propulsés au tout premier plan de la Formule 1. Ça prouve à quel point il faut être prudent vraiment quand on établit des comparaisons entre les pilotes. Les pilotes de Formule 1 sont tous très très près les uns des autres. Et il suffit qu'ils trouvent un jour une voiture compétitive pour tout de suite revenir au premier plan. Ça a été le cas par exemple de Beltoise au dernier Grand Prix d'Afrique du Sud. Beltoise qui avait beaucoup de mal à hisser sa vieille BRM vers les premières places et lui faire obtenir des accessits. Et bien là, dès qu'il a trouvé la P201, qui est une voiture très évoluée par rapport à l'ancienne BRM, et bien a réussi à obtenir une très belle 2e place en Afrique du Sud. Il a aussi obtenir également par la même occasion le trophée rouge et blanc Joseph Cooper, qui récompense le pilote le plus combatif de la course. À qui sera-t-il donné ici? Difficile à dire. Étant donné que la course a été plutôt ardue à suivre. Modification au tableau d'affichage officiel en ce qui concerne la 6e place, puisqu'on nous donne Denny Hulme 6e, en lieu et place de James Hunt. Moi je veux bien, je vous ai dit, c'est très difficile de donner un classement précis. En ce qui concerne les 5 premiers, je suis à peu près sûr. Niki Lauda en tête avec une avance assez considérable sur Claire Regazzoni. Fittipaldi 3e, Stuck 4e, Scheckter 5e. 6e, nous pensions Hunt. Le tableau d'affichage officiel nous donne Denny Hulme. Donc, incertitude en ce qui concerne la 6e place. Un pilote dont je ne vous ai pas encore beaucoup parlé et qui a fait encore une fois une course remarquable, c'est le tout jeune Hans Stuck, le benjamin des pilotes de Formule 1, qui pilote ici la marche numéro 9. Vous aurez peut-être l'occasion de la suivre, puisque la caméra suit tour à tour tous les concurrents qui occupent les premières places du classement. Hans Stuck n'en est qu'à sa 3e course de Formule 1. L'année dernière, il n'a que très peu couru en monoplace, juste 6 ou 7 courses de Formule 2. Et je dois dire que ça a été une très grosse révélation dès le début de la saison. Tout à fait remarquable, c'est le fils du grand champion allemand Hans Stuck qui s'est illustré avant la guerre sur les fameuses auto-unions. Et je crois qu'il va vraiment sur les traces de son père, là. Il a déjà obtenu un très bon résultat en Afrique du Sud en prenant la 5e place.
il avait obtenu le prix de la combativité en Argentine pour sa première course de Formule 1. Et bien là, il a encore progressé puisqu'il occupe la 4e place. Décidément, la Formule 1, alors que l'on est tout près de la fin de la course maintenant, la Formule 1 est un monde en constante évolution puisqu'on voit sans arrêt arriver de nouveaux pilotes, de jeunes pilotes aux dents longues. C'est le cas de Niki Lauda, 25 ans seulement, qui va remporter ici son premier succès en Formule 1. Regazzoni va prendre la 2e place. Fittipaldi la 3e. C'est le cas de Hans Stuck, c'est le cas de Jody Scheckter. Ils vont prendre les 4e et 5e places. C'est le cas également de James Hunt, de Patrick Depailler et de quelques autres. Je pense qu'au prochain tour, ce devrait être l'arrivée de la course. Je pense que nous assistons au dernier tour de Niki Lauda qui va remporter ce premier Grand Prix de la saison. C'est vraiment le grand retour au premier plan de l'équipe Ferrari qui a cette année un petit peu délaissé les courses de sport prototype pour se consacrer entièrement à la Formule 1. Et là maintenant, eh bien, nous allons assister à un doublé des Ferrari. Les Ferrari qui n'avaient pas brillé en Formule 1 l'an dernier. Et vous voyez qu'on a beaucoup travaillé chez Ferrari. Non, on attend encore un tour, je pense. Puisque Niki Lauda vient de passer la ligne d'arrivée, que le drapeau ne s'est pas agité. Vous savez que l'arrivée de cette course doit être donnée après 2 heures de course. C'est la limite d'ailleurs qui a été adoptée pour les Grands Prix de Formule 1 qui en aucun cas ne doivent dépasser 2 heures. Ces Grands Prix généralement à l'heure actuelle durent 1h30, 1h35, 1h40. Là il s'agit donc d'un Grand Prix très long qui doit être très très dur sur le plan physique. Car il s'agit d'un circuit où on ne peut pas se permettre vraiment la moindre faute, la moindre erreur. Il faut être très concentré. Et Jackie Stewart disait hier que ce serait sans doute le pilote le plus sûr, le plus calme qui l'emporterait. Eh bien je crois que Niki Lauda a vraiment fait preuve aujourd'hui de toutes ses qualités. C'est toujours pas l'arrivée. Toujours pas l'arrivée, mais il me semble que le directeur de course a fait signe à Niki Lauda au passage devant les tribunes qu'il ne restait qu'un tour à couvrir. Bien, je crois qu'on va légèrement dépasser la limite des 2 heures normalement autorisées. Je n'en vois pas très bien l'intérêt d'ailleurs, puisqu'en fait les positions entre les premiers sont très nettement établies maintenant. Avec cette première place de Niki Lauda qui précède largement son coéquipier Claire Regazzoni. Fittipaldi, lui, est à un tour. Stuck également. Scheckter est encore plus loin.
Et Denis Holm, qui occuperait donc la 6e place, c'est officieux bien sûr, se trouvera à 2 tours des leaders. Nous attendons l'arrivée. C'est toujours pas l'arrivée. C'est vraiment très très étonnant car la course est maintenant partie depuis 2 heures 4 minutes. J'aperçois à mes côtés le pilote italien, le brillant pilote italien Andrea De Adamisch, qui n'a pas trouvé de Formule 1 cette saison, qui court en sport prototype dans l'écurie Alfa Romeo et qui est tout surpris aussi qu'on n'agite pas le drapeau d'arrivée. Vous savez que les directeurs de course ont de temps à autre des petites fantaisies. Eh bien, peut-être que la montre du directeur de ce Grand Prix d'Espagne n'est pas tout à fait à l'heure, tout à fait à la même heure que la nôtre en tout cas, puisque à notre avis la course est partie maintenant depuis plus de 2 heures. Les concurrents ont accompli 82 tours, alors que 90 tours étaient primitivement prévus, mais la pluie étant tombée en début de course, la durée de la course a été limitée à 2 heures. Enfin, en principe limitée à 2 heures, puisque l'arrivée n'est toujours pas donnée. Cette fois-ci quand même, je pense que c'est impensable, je ne sais pas du tout à quoi ça rime. Niki Lauda passe encore une fois devant les tribunes. Et le drapeau ne s'abaisse toujours pas. Alors qu'une note... Il te cherchait du regard. Andrea te cherchait du regard au moment où tu es revenu. Alors qu'une note extrêmement précise que j'ai sous les yeux, voilà. Je me concerte avec Andrea De Adamisch qui est entièrement de mon avis. Il me dit mais c'est incroyable, pourquoi ne baisse-t-on pas le drapeau? La note précise dit bien que l'arrivée de la course sera donnée 2 heures après le départ. Eh bien, c'est très très curieux ce qui est en train de se passer. À chaque passage devant la ligne d'arrivée, le directeur de course fait signe qu'il reste un tour à couvrir. Ça peut durer longtemps comme ça, et ça pourrait surtout être extrêmement fâcheux, car voilà, cette fois-ci, ça y est. Eh bien, la course sera durée en fait 2h07. Et je dis que c'est extrêmement fâcheux car imaginez un petit peu que Niki Lauda soit tombé en panne après l'heure fixée pour l'arrivée de la course. Il est évident qu'il y aurait eu des incidents et des réclamations à n'en plus finir. Enfin, tout s'est bien passé. Victoire de Niki Lauda dans ce 4e Grand Prix de la saison. Nous attendons l'arrivée de Claire Regazzoni qui va prendre la 2e place. Voilà Claire Regazzoni qui finit à 30 secondes. Fittipaldi 3e, Stuck 4e, Scheckter 5e et en principe Denis Holm 6e. Et là maintenant tout à fait officieusement Depailler 7e et Redman 8e. Ce classement est officieux encore, nous vous le confirmerons dans quelques instants. En tout cas, au classement du championnat du monde, il donnerait les résultats suivants en tête. Claire Regazzoni avec 16 points. En 2e position, Niki Lauda avec 15 points. En 3e position, Emerson Fittipaldi avec 13 points. Un championnat donc plus ouvert que jamais. À vous Paris.